Bonsoir à tous et puis bienvenue à notre soirée de lancement. Donc, on part aujourd'hui l'année 2022-2023, une nouvelle année qui commence pour l'IBA. Nous, on est en feu, on espère que vous aussi, puis on espère que vous nous suivrez toute l'année. Donc, on commence toujours comme à nos habitudes par notre introduction. Donc, aujourd'hui, vous n'allez pas avoir quelqu'un d'autre, mais vous allez avoir le CA qui vous fait sa présentation, son introduction. Sans plus tarder, on démarre. Bon, ça commence bien. Donc, c'est le lancement de la saison. Vous allez voir les membres du CA. Chacun des membres du CA va prendre une petite minute pour se présenter à vous et puis présenter un peu la partie dont il se charge. Et puis, nous allons donc cheminer jusqu'à la fin, terminer par notre vice-présidente à la programmation, Kaoula, qui introduira le conférencier de ce soir. Notre vision au fil des années est toujours la même, être à l'affût des grands mouvements de transformation pour la région de Québec et le catalyseur de notre connaissance. Donc, avoir un langage commun au sein, assurer un rayonnement et avoir un langage commun au sein de notre domaine, donc dans l'analyse d'affaires, qui est de plus en plus connu, et puis continuer à se faire connaître et surtout parler de la même manière. Et puis, notre mission, c'est être l'intégrateur des meilleures pratiques afin d'améliorer les différents changements. Surtout, on est de plus en plus en contexte de transformation numérique. Et on le vit, on y travaille, on a des enjeux tout le temps. C'est surtout pouvoir accompagner dans leur succès, pour un succès, les organisations que nous avons. Nos valeurs ne changent pas. Nous sommes analyse d'affaires et nous portons le flambeau des communautés francophones au Canada. Donc, on en a fait notre porte-étendard et il y a plusieurs communautés avec lesquelles nous sommes liés. Vous allez le voir au fil de la programmation. Mais nous, on prône le français. On est une communauté d'analyse d'affaires qui parlons français et qui militons pour que tout ce qui est à disposition comme matériel, on retrouve autant le français que l'anglais. Donc, on est à l'affût des grandes tendances de nos domaines. On travaille en collaboration et puis, l'un des mots-clés que nous avons, c'est un CA bénévole, mais nous avons du plaisir. Notre vitamine préférée, c'est la vitamine plaisir, parce que sans ça, on ne serait pas devant vous ce soir. Et puis donc, l'ouverture, parce que pour être analyste d'affaires, il faut avoir de l'ouverture, ne pas avoir peur d'aller chercher les besoins, ne pas avoir peur de chercher, on va dire, ce qu'il faut pour apporter la plus grande valeur. Donc, travailler sans cesse pour ça. Nous sommes porteurs de la voix, porteurs des besoins, catalyseurs au sein des projets et puis pouvons revêtir différentes facettes dans les projets par notre profil en tant que tel. Et on est donc en constante évolution parce qu'un analyste d'affaires est curieux, un analyste d'affaires pose des questions et un analyste d'affaires apprend tout le temps et puis ça fait partie comme de nos gènes. Vous avez donc notre CA de cette année. Donc, tous grand sourire. Donc, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Donc, vous voyez les différents membres du CA. Et donc, l'une des plus éminentes qui n'est pas connectée ce soir, mais qui est de tout cœur avec nous, Manon Sauvageau, notre présidente sortante. Et puis, vous avez Annie Sabid qui vous parlera tout à l'heure, qui est le VP du partenariat. Kaoula Anchi, qui est VP communication et programmation. Maxime Lacasse, qui est mon voisin, mon bras droit, et puis mon oreille, on va dire, souvent dans plein de sphères. Donc, Maxime Lacasse. Vous avez Paul Nijiki, qui est notre VP développement professionnel. Donc, VP développement professionnel, il va vous parler de ce que ça fait tout à l'heure. Vous avez Ella Hassine. Ella Hassine est la VP opération, donc VP opération, qui donc va vous décrire tout à l'heure ce qu'elle fait. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Et puis, on a à part ça Mamoun Ajaji, qui n'a pas pu être là ce soir, qui est notre homme d'argent et en même temps secrétaire, qui, on vous présentera sa slide et puis au fil des mois, vous aurez sûrement le plaisir de le rencontrer. Et pour terminer, non la moindre, parce que votre expérience compte pour vous, pour nous, parce que votre voix est importante, notre VP expérience qui va donc se charger à chaque fois de rentrer en interaction avec vous. N'hésitez pas à prendre son adresse courriel, n'hésitez pas à rentrer en interaction avec elle afin de soumettre votre voix
et pour ce que vous aimez ou vous n'aimez pas. Donc, vous aurez à chacune de nos séances un sondage qui partira. Prenez la peine de remplir ce sondage-là. Raïssa reviendra dessus parce que votre voix compte à notre niveau et votre voix est comment on appelle, est quelque chose qui nous donne du ressort tout au long de l'année. N'oubliez pas de répondre au sondage, c'est très important pour nous. Donc, je suis la présidente donc, de cette année. J'ai le plaisir d'être la présidente pour les 2 prochaines années. En tout cas, j'espère relever ces défis-là. Donc, nous avons des alliances avec différentes entités, les chapitres d'Ottawa, Outaouais, de Montréal, les chapitres francophones, parce que nous sommes libres et francophones au Canada. En tout cas, on prône ce volet-là. Genève, France et même l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi en partenariat avec la Guilde d'architecture Région de Québec, ce qui fait que nos conférences sont entre l'analyse d'affaires et l'architecture d'affaires parce que ces 2 mondes-là ne peuvent être séparés, on travaille constamment ensemble. Et pour terminer, nous avons un accord, donc aussi un partenariat avec la CMP au niveau de la gestion du changement. Donc, ce qui fait que nous retournons certaines facilités pour des conférences. On partage leurs informations, comme on partage les informations des conférences des différents alliés que nous avons. Et puis là, j'ai oublié, là, mais Paul en parlera un peu plus tard. L'un de nos partenaires est l'Université Laval, non des moindres, parce que de là vient la relève, parce que notre métier doit se poursuivre. Nous sommes au cœur de toutes les transformations qui arrivent. Nous sommes au cœur de l'humain, parce que pour nous, l'humain compte. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de relève à ce niveau-là. Je laisse la parole donc à Maxime, mon directeur général. Merci Marie-Laure, merci beaucoup. Donc, vous le savez, l'IBA, Région de Québec, est en pleine effervescence et on a des très grandes ambitions. Donc, c'est d'ailleurs la raison avec la création de ce nouveau rôle dans lequel j'ai l'honneur de siéger. Donc, l'assurer le bon fonctionnement du courant. Donc l'année actuelle, si on a... donc, si Marie-Laure a un rôle plutôt dans l'avenir, moi, donc, j'ai le rôle du courant. La gestion des opérations, communication et programmation spéciale et stratégie, donc, qui vient un peu définir, c'est qu'est-ce qu'on entend par le courant. On parle de projets spéciaux également. Donc, l'an dernier, vous avez probablement peut-être entendu parler du hackathon de l'IBA Région de Québec, chose qui va peut-être devenir un rendez-vous pour notre organisme. Donc, voilà, c'est dans les projets lesquels je vais participer. Et finalement, donc, les affaires corporatives, IBA fait partie d'une plus grande, IBA Région de Québec fait partie d'une plus grande famille, donc, plus au niveau global, mondial, en fait. Donc, mon rôle est de représenter la section, donc le chapitre, auprès des intervenants. La plupart, donc, sont à Toronto. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci. Allons-y avec Paul-Emmanuel. Merci, Maxime. Alors, je suis Paul-Emmanuel Ndiki, je suis en charge du développement professionnel au sein de notre chapitre IBA. Dans le fond, le développement professionnel, c'est vraiment toutes les activités, des programmes en fait, qui visent à développer l'expertise professionnelle des analystes d'affaires. Justement, dans cette vice-présidence, notre activité principale cette année, ce sera le programme de formation en analyse d'affaires en partenariat avec l'Université Laval. Donc, pour ceux peut-être qui connaissaient nos activités avant, c'est un peu l'héritier des groupes d'études qu'on faisait dans un autre format. Donc là, en écoutant un peu le besoin de notre clientèle et en lien aussi avec la valeur de pratique, plus de pratique que vous avez vu tout à l'heure dans la présentation de Marie-Laure. Donc, on a décidé de mettre en place cette formation en allant chercher un peu l'expertise technopédagogique de l'Université Laval et aussi un partenaire, un client réel pour justement pratiquer au travers d'un ensemble de mini-cas tous les éléments conceptuels d'analyse d'affaires qui sont présentés. Donc, c'est un nouveau format. C'est la deuxième session qu'on va exécuter là
La première ayant eu lieu en mai-juin. Donc, la prochaine, c'est pour le mois de novembre. Donc, si vous êtes intéressé, c'est une activité à laquelle il faudra penser. C'est une formation que vous pouvez rajouter. Au-delà de ça, ben, ce qu'on fait aussi au sein du développement professionnel, c'est la promotion finalement de la certification. Donc, comme vous voyez là, le nom complet de la formation, c'est analyse d'affaires niveau ECBA. Donc, c'est quoi l'ECBA? Donc, l'ECBA, simplement, on peut aller à la diapo suivante, c'est une des formations, une des certifications, autant pour moi, qui sont administrées par l'IBA. Donc, l'IBA administre deux types de certifications professionnelles. Donc, il y a des certifications professionnelles core, donc fondamentales, là, ou je dirais généralistes, pour lesquelles vous avez 3 niveaux de certification selon le niveau d'expérience. Donc, le premier niveau, c'est justement l'ECBA dont on parlait tout à l'heure, qui correspond à un début de carrière. Donc, on n'a pas besoin d'expérience en analyse d'affaires. Il y a des conditions quand même d'éligibilité. Il faut notamment avoir fait un certain nombre d'heures de développement professionnel. Vous pourrez lire sur le site de l'IBA. La bonne nouvelle, c'est que pour cette formation, désormais, l'IBA l'offre en français. Donc, c'est possible de la passer en français. Également, donc, on a les autres certifications CCBA qui correspondent à peu près à 2-3 ans d'expérience en analyse d'affaires et le CEBAP qui correspond à un profil de 4-5 ans d'expérience en analyse d'affaires et une connaissance un peu diversifiée des différents domaines d'analyse d'affaires. Donc, on demande d'en avoir pratiqué 4 sur 6. Donc, de l'autre côté, on a des certifications spécialisées. Donc, ça, c'est plus les dernières tendances qui sont un peu, je dirais, qui sont trending, excusez-moi l'anglicisme, dans le domaine de l'analyse d'affaires. Donc, on a un certificat en cybersécurité, l'analyse de la cybersécurité. Puis, on en a un autre en agilité, l'analyse d'affaires dans un contexte d'agilité et une certification également pour ceux qui font de l'analyse d'affaires dans un contexte de business data analytics, donc très orienté analyse de données. Donc voilà, en gros, ce que nous faisons, c'est de promouvoir à travers différentes activités comme la formation, donc ces certifications-là. Donc, ce sera tout pour le développement professionnel. Je passerai la parole à Paul. Raïssa. Merci, Paul. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Raïssa Traoré. Je suis en charge du volet expérience au sein de l'IBA Région du Québec. Et c'est ce volet-là qui a comme objectif premier d'aboutir à une communauté qui est beaucoup plus forte, plus active, plus fidèle et surtout satisfaite. Et donc, pour ça, nous prévoyons de vivre ensemble des expériences humaines enrichissantes, motivantes, et tout ça avec beaucoup de plaisir, comme le disait Marie-Laure au départ, et tout en s'assurant de mieux concilier en fait tout ce qui est attente de la communauté d'analyse d'affaires et objectif de l'IBA. Et donc, pour y arriver, nous allons développer la proximité afin de mieux se connaître, comme le disait Marie-Laure, être beaucoup plus disponible, être à votre écoute et répondre au mieux à vos attentes afin de mieux vous satisfaire. Nous allons également faire évoluer la communauté et inciter les participants à s'impliquer davantage afin de la rendre beaucoup plus active et ainsi contribuer ensemble à l'atteinte des objectifs de notre institut. Et enfin, favoriser un cadre de collaboration et d'échange, de partage d'idées et de compétences afin de contribuer au développement des apprentissages et des prises de conscience. Et donc, pour mener à bien notre mission, nous avons besoin de vous. Alors, la slide suivante, vous allez voir que nous recherchons donc des bénévoles afin de travailler avec nous pour pouvoir ensemble aller nous aider à atteindre nos objectifs de l'IBA et mener à bien en fait la mission que nous nous sommes fixés pour cette nouvelle saison. Et donc, par ailleurs, nous vous invitons, si vous le désirez, à participer à nos conseils d'administration qui se tiennent mensuellement. Et le prochain se fera le 12 octobre. Si vous voulez plus d'informations pour y participer, n'hésitez pas
contactez-nous à l'adresse expérience@regiondequebec.iba.org. Et enfin, le dernier point, c'est celui dont parlait Marie-Laure, le sondage. Comme elle l'a dit au départ, vos retours nous intéressent afin de pouvoir nous améliorer et mieux vous satisfaire. Donc, pour cela, nous vous demandons de prendre 1 minute de votre temps supplémentaire à la fin de la conférence, juste 1 minute, afin de pouvoir obtenir vos retours qui nous tiennent tellement à cœur. Alors, je vous souhaite une très belle conférence et puis je pense que je vais passer la parole à Anis pour le volet partenariat. C'est Raïssa. Merci. Merci Raïssa. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je me présente. Donc, Anis Abid, je suis le vice-président partenariat. Merci à tous nos partenaires pour 2022 et continue aussi l'effort pour enrichir le bassin aussi de nos partenaires pour cette année, pour l'année 2023. Donc, notre objectif un peu, c'est de rencontrer les partenaires pour aborder un peu au mieux leurs besoins. Et aussi, il y a justement, c'est une invitation aussi. On sollicite la participation aussi de nos partenaires comme panélistes aux événements, donc pour assurer plus de visibilité et aussi contribuer aussi par leur retour d'expérience à la communauté d'analystes d'affaires. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci Anis. Donc, Mamoun qui est donc notre homme d'argent, secrétaire et trésorier, qui n'est pas là ce soir, mais que vous aurez l'occasion de rencontrer toute l'année. Donc, Mamoun s'assure, bien sûr, qu'on ait ce qu'il faut en tant qu'OBNL pour pouvoir vous mettre à disposition des événements. Et puis là, actuellement, avec des webinaires qui sont gratuits, qu'on a commencé un peu avant la pandémie, puis qu'on poursuit. Et puis, Mamoun s'assure qu'on puisse continuer nos activités parce qu'il est garant de nos fonds quelque part, de ce que nos contributeurs amènent, ce que les partenaires amènent pour qu'on poursuive, on va dire, notre cheminement et puis continuer à être une communauté forte. Je vais maintenant passer la parole à Ella. À toi, Ella. Ella. Peut-être que le micro Je suis sur mute, excusez-moi. Bonjour tout le monde, je suis Ella Hassine. Je m'en charge actuellement de la VP opération et je m'occupe principalement de la planification des projets de l'association et puis et je m'assure toujours à veiller au déroulement des opérations courantes puis aux analyses des processus interne de l'association. Donc, je profite de l'occasion, si on passe au second slide, s'il vous plaît. Je profite de l'occasion pour vous parler et vous informer de notre prochain hackathon. Donc, actuellement, on est en pleine planification de notre hackathon et on cherche un partenaire d'affaires pour participer à l'hackathon. Donc, si vous connaissez une organisation dans votre réseau qui sera intéressée à profiter de notre expertise en analyse d'affaires pour gérer des défis organisationnels ou pour un objectif d'une transformation à mettre en place. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur le courriel qui est affiché, donc opération@ibaquebec.org avant le 30 septembre. Et merci. C'est là. Kaoula, à toi. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Kaoula Anchi, je suis la nouvelle vice-présidente à IBA Région Québec. Je suis chargée des dossiers de programmation et communication. J'ai pris la relève de Marie-Laure et j'assurerai la continuité pour les années 2022-2023. Donc, en gros, ce qu'on a comme programme pour vous pour le reste de cette année, on a donc 8 conférences, 2 hackathons et un colloque. Donc, tous ces événements sont organisés dans un esprit de partage, d'accompagnement et de faire rayonner en fait l'analyste d'affaires qui existe en vous.
Donc, suivez nos événements, participez activement et soyez aussi bénévoles avec nous. Comme a dit Raïssa, on a besoin de main forte et donc ça ne peut qu'enrichir votre expérience avec nous. Donc, en gros, soyez là pour les prochaines conférences. Pour cette année, donc 2022, nous avons encore 3 conférences. Le 19 octobre 2022 avec Alexandre Roy. Donc, il va nous parler de la communication non verbale. C'est très intéressant comme thématique, que ce soit sur le plan donc, virtuel ou bien en présentiel. Par la suite, en novembre, donc le 16 novembre 2022, nous avons François Kerouac. Il va nous parler de la gestion de changement et sa complexité. C'est très intéressant pour nous comme analyse d'affaires parce qu'en mode projet, toujours on a besoin du conseiller en gestion de changement et pourquoi pas qu'on s'améliore nous-mêmes pour donner un plus par rapport à nos projets. Enfin, pour cette année, le 14 décembre 2022, nous avons Alice Sfadci. Donc, c'est une blogueuse au niveau de YouTube, donc elle est connue en France. Elle va être avec nous pour discuter comment se positionner en tant qu'analyste d'affaires selon la méthodologie de la gestion de projet, que ce soit traditionnelle ou bien agile. Donc, c'est très intéressant d'avoir son avis du côté de la France et aussi, on va partager avec quelques panélistes du Québec comment ça se passe chez nous. Donc, c'est une façon enrichissante pour nous en tant qu'analyste d'affaires de pouvoir se positionner dans quel que soit le mode de gestion du projet. Donc, sans trop tarder, permettez-moi d'introduire notre conférencier d'aujourd'hui. Donc, c'est avec un plaisir qu'on accueille avec nous Monsieur Blaise. Donc, il est un ingénieur informatique. Il est site lead système lead au sein de Via Rail. Il agit également à titre d'instructeur sur les cours de qualification de capitaine et le cours de commandant des forces canadiennes. Il est très actif sur le plan social et associatif. Il a accumulé plusieurs postes de responsabilité dans plusieurs fondations, comme le programme, le prix international du Duc Édimbourg et la Fondation de l'Ordre des ingénieurs de Québec. Donc, souhaitons la bienvenue à Monsieur Blaise Monga. Merci. À toi la parole, Blaise. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. OK. Parfait. Et bonsoir tout le monde. Merci de me donner cette opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Merci pour l'introduction, Kaoula. Je pense que j'ai plus besoin de me représenter. C'est fait. Donc, on va tomber dans le vif du sujet. J'aimerais simplement peut-être rajouter que ça fait plus de 15 ans maintenant, 17 ans exactement, que je suis en TI et la majeure partie de mon parcours était en tant qu'analyste d'affaires. Euh, donc, aujourd'hui, je vais parler en fait du projet qui m'a permis de remporter le prix Graal, pour lequel je dis merci à l'IBA Région du Québec, et également mettre l'emphase sur justement ce que je crois qui qui m'a permis de gagner ce prix-là. Donc, Kaoula, lorsque tu es prête, on peut démarrer la présentation. Est-ce que tu veux que je partage la présentation ou bien c'est toi qui vas la partager? Je peux Oui. Comme je peux la partager? Oui. OK. Alors là, je vais d'abord me mettre en mode full écran. Ça me permet de faire ça plus facilement. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est Oui. bon. OK, parfait. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais pas faire une présentation littérale là, du projet et tout. Donc, ça va être un peu plus parler de l'expérience au travers du projet
plutôt que parler du projet en soi. Ce que je veux dire d'emblée, c'est que bon, la présentation que vous allez voir à l'écran est en anglais, mais j'ai pris note du point de Marie-Laure là et tout. Puis moi aussi, je suis un ardent défenseur du français et tout, donc je vais m'exprimer en français pour la présentation. Même si le contenu est en anglais, mais je pense que ça sera assez facile à comprendre pour tout le monde. Donc, le projet qui a été présenté pour le prix Graal cette année, c'est un projet de réduction des temps d'arrêt des trains à la station Union Station. Pour vous mettre un petit peu en contexte, Union Station à Toronto, pour ceux qui ont déjà pris le train, c'est l'un des plus grands hubs de train au Canada. Donc, c'est le plus grand en fait. En effet, par Union Station Transit, plusieurs compagnies ferroviaires et le but du projet, en fait, était de réduire les temps d'attente des trains parce que, bien entendu, les rails ne sont pas exclusifs à Via Rail. Il y a plusieurs compagnies qui commutent par ces rails-là. Donc, il ne fallait pas, en fait, que les compagnies ferroviaires passent beaucoup de temps sur les rails parce qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. Ça, c'est juste une mise en contexte pour que vous compreniez un petit peu la suite des choses. Si on... Ça va être suivante. Donc, dans notre projet, en fait, ce qu'on essayait de faire, c'est d'identifier des solutions gagnantes, rapides à implémenter, ce qu'on appelait les quick wins, qui vont permettre, en fait, de réduire ce temps-là assez rapidement sans avoir recours à la technologie. Donc, d'identifier également les solutions qu'on peut appliquer à long terme, que ça implique la technologie ou pas, identifier les impacts de ces solutions et les façons qu'on peut faire en fait pour les implémenter. Donc, c'était aussi dans un contexte de négociation avec les agences de régulation des transports dans l'Ontario, en l'occurrence Metrolinx. Peut-être dans la présentation, vous allez voir quelquefois Metrolinx. Juste pour vous faire une idée, c'est l'équivalent au Québec, ce qu'on appelle l'ARTM, l'Agence de régulation des transports dans le Grand Montréal, ou l'ARTM, ou ben, ils ont un autre nom, là, je ne me souviens plus du nom, mais c'est juste pour vous faire... STVM, tu cherchais? Pardon? TVM, je pense qu'il y a un truc comme ça à Montréal. J'ai oublié l'autre sigle, mais ARTM, c'est l'Agence de régulation des transports de Montréal dans le Grand Montréal, en fait, qui fait la coordination entre la STM, la STL, la Société de Longueuil, EXO, les trains de banlieue, etc., etc. Donc, en fait, au niveau de notre projet, on visait 4 scénarios principaux que vous voyez ici à l'écran. Donc, les scénarios 1 à 4, et je ne vais pas rentrer dans les technicalités, mais le premier scénario, c'est un scénario où les passagers partent de Toronto et s'en vont, par exemple, à la gare centrale à Montréal, donc ce qu'on appelle Equipment to Revenue. Un deuxième scénario où la gare de Toronto Union est en fait une gare de transit, c'est-à-dire que, par exemple, les passagers vont partir de Windsor en Ontario, transiter par Toronto Union Station et arriver à Montréal. Les scénarios 3 et 4, en fait, représentent le trajet du train entre Union Station et le centre de maintenance de Toronto et le trajet inverse. Donc, c'est ces 4 scénarios, en fait, dans tout le trajet, tout le parcours, en fait, de Via Rail qui étaient les scénarios les plus critiques et dont on devait s'attaquer à ça. Sur la fiche initiale, vous pouvez voir que quand je l'ai fait, cette image-là avec Visio, on est à 40 minutes les temps courants et on essayait de les réduire au maximum du temps. Donc, 40 minutes pour les scénarios 1 et 2 jusqu'à 120 minutes pour le scénario 4 et 10 minutes pour le scénario 3. Donc, autour de la table, évidemment, ce n'est pas nouveau pour les analystes d'affaires, les parties prenantes. Les parties prenantes, j'avais à peu près une dizaine de départements qui étaient représentés autour de la table. Bon, ultimement, on travaille pour le passager à bord du train,
Mais j'avais l'équipe qui s'occupe des infrastructures, Metrolinx, vous avez en entendu parler, l'Agence de régulation des transports dans le Grand Toronto, le centre de services aux employés qui s'occupe en fait de la préparation des repas à bord des trains, les gens de la station, les agents de station, les agents à bord des trains qui s'occupent du service, le centre de maintenance. NPO, c'est ceux qui planifient en fait les horaires. Le transportation, ça inclut les chauffeurs de locomotives et finalement le département de santé et sécurité qui étaient toutes les parties prenantes à bord de ces projets-là. Juste pour vous faire une petite parenthèse, quand je suis arrivé dans le projet, en fait, quand le chargé de projet est venu me chercher pour faire partie du projet, les parties prenantes que vous voyez n'avaient aucune idée de ce qu'un analyste d'affaires venait faire dans ce projet-là. Franchement, ils se demandaient pourquoi on a besoin d'un analyste d'affaires, parce que c'est des gens très métiers qui connaissent très bien leur métier et qui ne comprenaient pas ce qu'un analyste d'affaires en fait pouvait leur apporter. Fait qu'au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai précisé un peu ma position et précisé mon rôle. Et mon rôle était de les aider à recueillir en fait tous leurs requis, tous leurs besoins, de les organiser et de pouvoir les présenter d'une façon plus intelligente. Donc, ce que j'ai fait au départ, vous avez vu un exemple deux slides plus tôt, j'ai mappé les scénarios, un peu comme vous avez vu dans le diagramme visio que j'ai présenté, pour pouvoir les visualiser, pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, les scénarios 1 à 4, je les ai mappés et j'ai fait des cas d'utilisation de chaque scénario pour comprendre aussi le scope du projet. Donc, on s'entend que dans le projet, on ne parlait pas de la gare centrale, même s'il y avait un impact indirectement sur la gare centrale à Montréal. On ne parlait pas de la gare d'Ottawa, on ne parlait pas de la gare de Vancouver. On était vraiment axé autour de Union Station et il y a seulement quelques scénarios qui nous intéressaient. Au niveau de l'élicitation, que également j'ai utilisé. Donc, il s'agissait en fait ici de comprendre quels sont les requis corporatifs de Via Rail. Qu'est-ce que Via Rail essaie d'accomplir en initiant ce projet-là, de même que les requis des parties prenantes. Donc, il y avait ce que Via Rail comme compagnie a besoin d'accomplir, mais il y avait ce que les départements, aussi les différents départements, avaient besoin d'accomplir. Donc, à travers des ateliers, j'ai aiguisé en fait ma technique de questionnement pour pouvoir aller chercher tous ces requis-là. Dans ma technique, j'ai changé ce qu'on fait conventionnellement en posant le 5 fois pourquoi, le 5 whys qu'on connaît en 5 hows. Parce que vu que le but de ce projet était l'optimisation, je voulais en fait savoir comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser. Donc, la plupart de mes questions, c'était comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait. Donc, au fur et à mesure, j'amenais en fait les parties prenantes à s'exprimer davantage et on pouvait graduellement arriver à une certaine granularité dans leurs requis. La décomposition fonctionnelle, je l'ai beaucoup utilisée également parce que, vous savez, opérer des trains, ce n'est pas une tâche simple, ce n'est pas une tâche facile. Et moi, c'était la première fois que je travaillais dans l'industrie des transports. Mon background est plus dans l'industrie, banque, finance, investissement, mais c'était la première fois que je me retrouvais dans le domaine des transports. Donc, je n'avais pas le choix de faire de la décomposition fonctionnelle et je vais vous l'expliquer parce que quand on parle, par exemple, du débarquement des passagers d'un train, certains vont le voir comme une tâche, mais c'est toute une série d'opérations. Donc, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, dans le débarquement des passagers? Il y a l'ouverture et la fermeture des portes, il y a l'ouverture et la fermeture des compartiments de bagages, il y a la sortie des passagers proprement dit, et également, il y a un peu de nettoyage qui se fait là pendant que les portes sont ouvertes pour laisser les poubelles à l'extérieur et tout. Donc, il y a une série de tâches. Il y a les annonces également. Il y a les annonces également au haut-parleur pour les passagers, pour dire le train arrive, le train part et tout. Donc, on peut juste voir le débarquement des passagers comme une tâche, mais en fait, c'est une série
de tâches, d'où la décomposition fonctionnelle a beaucoup aidé dans ce cas-là. Je peux vous dire que au départ, il y avait beaucoup de scepticisme de la part des parties prenantes, mais au fur et à mesure qu'ils visualisaient en fait comment est-ce qu'on peut décomposer leurs tâches, ça leur paraissait beaucoup plus simple, puis on pouvait les chiffrer, on pouvait mettre un nombre de minutes, un temps, en fait, une durée sur ces différentes tâches-là et faciliter la discussion par la suite. Quand j'ai commencé, ce que j'ai fait, comme je disais un petit peu plus tôt, l'industrie des transports qui était nouvelle pour moi, il fallait que je comprenne et que je puisse catégoriser en fait les différents besoins. Donc, vu qu'il y avait plusieurs départements autour de la table, puis chacun parle son langage métier, mais j'ai besoin de les traduire en requis compréhensibles par tout le monde. Donc, j'ai catégorisé en fait les requis en plusieurs catégories que vous voyez ici à l'écran. Donc, tout ce qui était les horaires, les routes et puis les horaires, les routes, je les ai mis dans le planning. Tout ce qui touchait à l'infrastructure, j'ai créé une catégorie d'infrastructure également. Des affaires qui étaient purement processus ou procédures. Donc, il y avait une autre catégorie, ressources humaines, environnement, et j'ai même créé des sous-catégories par rapport à ça. Ça permettait de catégoriser dans quelle catégorie et qui, en fait, ça nous permettait aussi de savoir qui va être responsable, en fait, d'un requis ou de tel autre, de l'implémenter, en fait. Parce que, rappelez-vous, mon but était, en fait, d'accompagner les stakeholders pour leur présenter, en fait, les requis de façon intelligible et tout, mais comme c'est des gens de métier, il leur revenait à eux de les implémenter. Et la particularité de ce projet, c'est qu'on n'avait pas vraiment un livrable technologique. C'était de l'optimisation, c'était de l'amélioration et c'est ça qui était c'était vraiment intéressant de savoir que on peut améliorer un projet de cette façon-là sans livrable informatique. Donc, toujours dans l'approche, donc j'ai parlé des 4 scénarios que j'ai mappés. J'ai parlé des différentes catégories que j'ai montées. Ensuite, il fallait définir un owner, un propriétaire en fait pour chaque requis. Donc, il y a certains requis qui étaient sous la responsabilité de VIA, certains qui étaient sous la responsabilité de Metrolinx et certains qui ont été sous la responsabilité de la ville de Toronto. Si, par exemple, on rentre dans la grosse infrastructure, par exemple, je ne sais pas moi, il faut construire un annexe à côté de la gare Union Station, on s'entend que ce n'est pas Via Rail qui peut faire ça, c'est la ville de Toronto qui pourra le faire parce que, bon, ça a des impacts sur les routes, ça a des impacts sur d'autres choses. Si on veut changer les horaires et tout, il va falloir nécessairement qu'on consulte Metrolinx en tant qu'agence de coordination. Donc, chacun avec son rôle à jouer là-dedans. Et au niveau de VIA, donc, ce que vous voyez ici, Owner en bleu, en bas, c'est les différents départements de VIA qui étaient impliqués dans le processus et qui avaient aussi un rôle très important à jouer là-dedans. Dans chaque opportunité qu'on a soulevée, on la notait en fait comme une solution à court terme ou une solution à long terme. Donc, ce qu'on appelait quick win versus long term. Après ça, on a fait l'analyse d'impact de chaque opportunité, le gain de temps qu'on peut avoir dans chaque opportunité et évidemment le coût de chaque opportunité. Donc déjà, mes requis ressemblaient beaucoup aux opportunités et après ça, il fallait en fait leur assigner un temps, un objectif, des impacts et un coût. Donc, avant de rentrer avant de plonger en fait dans ces analyses d'impact et cette analyse de coût-là, une des choses que j'ai fait en tant qu'analyse d'affaires, c'est l'analyse de la documentation. Le projet de réduction des temps de train, ce n'était pas la première fois que l'initiative était lancée chez VIA. Donc, moi, arrivant dans ce projet, il fallait que je consulte ce qui a été dit auparavant, ce qui a été fait auparavant, jusqu'où on est allé auparavant, puis c'était quoi les objectifs qu'on avait
versus ce qu'on a aujourd'hui. Et également, c'était une tâche, je vous dirais, pas simple parce que, bon, vous savez, une organisation, ça évolue et les documents ne se retrouvent pas à la même place. Il y en a sur des drives qui sont décommissionnés, il y en a qui sont sur SharePoint, il y en a qui sont sur d'autres, sur le cloud, etc., etc. Donc, il fallait rapatrier tous ces documents pour me faire une bonne tête de c'était quoi la situation ou bien l'état des lieux avant que le projet ne redémarre de nouveau. Également, j'ai fait des entrevues avec mes parties prenantes. Par exemple, si je prends les agents à bord, c'est vraiment de leur faire détailler les activités qu'ils font lorsqu'ils sont à bord, mais durant le temps d'arrêt. C'est seulement le temps d'arrêt qui nous intéresse et tout. Et au fur et à mesure qu'on le faisait, la beauté de ça, c'est que déjà les agents de bord voyaient dans les tâches qu'il listait, ce qui peut être superflu, ce qui peut être réduit comme activité, ce qui ne nécessite pas d'être fait, juste le temps de prendre, de les lister, de les énumérer, parce que dans la routine de tous les jours, devant le client, devant le passager, bon, on fait ce qu'on a à faire de façon routinière et tout, mais il y a des choses qui sont peut-être pas nécessaires, il y a des choses qui prennent peut-être trop de temps, il y a des choses qu'on peut faire avant, qu'on peut faire pendant, qu'on peut faire après, etc., etc. C'est un très bel exercice, j'ai trouvé. Donc, à travers ces interviews, puis ces ateliers, on est arrivé à plusieurs... au départ, on avait plus d'une centaines d'initiatives, mais qui ont été graduellement tamisées, si je peux utiliser ce mot-là, parce qu'il y avait beaucoup de redondance. Par exemple, je peux parler au département des agents à bord. J'entends la même chose que, par exemple, le département de santé et sécurité va me donner. Donc, ça ne sert à rien de dupliquer l'information. Et j'ai parlé également mapper les scénarios, là, les différents scénarios qui étaient les scénarios 1 à 4 dont on a parlé. À la fin, on est arrivé à un total de 44 initiatives clés. Okay? 44 initiatives clés qui, en fait, ont été réparties suivant 37 qui étaient vraiment sous la responsabilité de VIA. Donc, VIA pouvait les implémenter et 7 qui étaient sous la responsabilité de Metrolinx, qu'on a appelé en fait des enablers, je vais en parler un petit peu plus loin, qui étaient sous la responsabilité de l'agence de régulation parce que quand bien même on veut améliorer les choses, lorsqu'on tombe dans l'infrastructure, ben, l'infrastructure, il y a beaucoup de partenaires qui rentrent en compte et tout. Donc, j'ai également réparti en fait les opportunités qu'on a eues par scénario. Donc, les 20 opportunités touchaient le scénario 1, 32 le scénario 2, 13 le scénario 3 et 17 le scénario 4, comme vous pouvez voir à l'écran. J'ai clairement pris le temps de définir avec les utilisateurs, en fait les parties prenantes, qu'est-ce que je m'attends d'eux. Parce que quand on parle de solutions à court terme, on veut des solutions rapides et qu'on peut implanter nous-mêmes sans avoir besoin d'un fournisseur, sans avoir à faire un appel d'eau, sans avoir à faire qu'est-ce que nous, à l'interne, on peut arranger de façon rapide et tout. Donc, c'était clair qu'il fallait que je présente la définition de quick win et de long-term win pour chaque partie prenante, ce qui a été fait. Et ça nous a aidé en fait à faire le tri en fait parce que certaines opportunités qui sont à long terme, certaines opportunités peuvent prendre 3-4 ans à réaliser. Il y en a qui peuvent prendre 2 semaines à réaliser. Donc, ici, bon, c'est encore un drill down des différentes activités là par propriétaire, que ce soit au niveau des différents départements, que ce soit par catégorie. Ça nous permettait en fait de voir nos 44 opportunités qu'on va implanter, où est-ce qu'elles se situent? Est-ce qu'elles sont plus au niveau de l'infrastructure, de la planification, des processus, des projets?
est-ce qu'on a un grand besoin en ressources humaines? Quel département a le plus de responsabilités là-dedans? Est-ce que c'est Customer Experience, le département de l'expérience client, ou Equipment Maintenance, qui est le garage de maintenance, le centre de maintenance de Toronto? Donc, cette picture-là permettait même aux décideurs de l'entreprise et tout de voir, en fait, de peut-être comprendre qui a le gros bout du bâton, en fait, dans tout ce projet-là et quel département doit mobiliser davantage pour aider à pour arriver, en fait, à notre fin. Donc, les, les, euh, les qualités, en fait, que j'ai et qui m'ont permis d'arriver à cette fin-là, la première, c'est l'écoute active. Quand j'écoutais, en fait, mes parties prenantes, je prenais le temps de les relancer pour leur faire parler et parler et parler jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire. Donc, puis j'écoutais, puis je relançais des questions, et puis ça me permettait moi-même, en fait, d'en apprendre plus sur le domaine. Juste avec ce projet-là, j'ai appris beaucoup sur l'industrie ferroviaire, chose que je ne connaissais pas du tout avant. Donc, l'écoute active m'a vraiment permis de pouvoir relancer. Puis quand la confiance était installée, c'était beaucoup plus facile. Dans les ateliers, les ateliers qu'on a menés, on avait une certaine rigueur. Au départ, les parties prenantes ne comprenaient pas le sens des ateliers, mais après ça, le momentum s'est installé et tout le monde participait, tout le monde avait hâte aux ateliers, tout le monde attendait les ateliers parce que la beauté, en fait, de ces initiatives-là, c'est que on pouvait commencer à les implémenter dès le lendemain. C'est-à-dire que si on visait, par exemple, dans le scénario 1, de passer de 40 à 25 minutes, on pouvait implémenter une opportunité dès le lendemain et voir le résultat que ça donne. Ce qui fait que lors du prochain atelier, on est déjà un step plus loin. On a déjà un résultat, en fait, qui va nous permettre de raffiner davantage ce qu'on veut. C'était très agile en même temps. Puis c'était la beauté de l'affaire parce que des fois, on va faire un brainstorming et lister des activités, mais au moment de les réaliser, ce n'est pas tout à fait ça. Mais lorsque on faisait notre brainstorming, on avait la possibilité de tester en fait si une activité est réalisable, puis effectivement, quel est le temps que ça peut prendre et tout. C'était vraiment intéressant à ce moment-là. Euh, Aussi, l'une des forces qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de ramener en fait les termes métiers techniques, là où les solutions très techniques en phrases assez simples et tout, parce que, bon, l'industrie ferroviaire, c'est une industrie assez technique. Et juste pour vous donner un exemple, moi, je suis ingénieur de formation, je suis membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, mais dans le domaine de ferroviaire, quand on parle d'ingénieur, ben, on pense plus à l'ingénieur de locomotive. En fait, on parle de locomotive engineer et dans le domaine du transport, quand on parle d'ingénieur, surtout ferroviaire, ben, on voit l'ingénieur de locomotive, on ne voit pas nécessairement l'ingénieur au sens membre d'un ordre ou bien comme tout le monde, en fait, comme le commun des mortels connaît un ingénieur. Donc, même dans le phrasage, en fait, des différents requis, c'était très important de préciser certaines choses, de nommer correctement certaines choses et de simplifier, en fait, la compréhension pour plusieurs. Parce que les documents finaux, en fait, devaient être partagés également avec nos partenaires extérieurs. Et finalement, le discernement qui nous permet, en fait, de bien trier, en fait, nos requis et puis de pouvoir les séparer de la bonne façon. Parlons un petit peu des contraintes et
que j'ai eues durant le projet. Vous savez, bon, même si c'est un projet d'optimisation qui vise principalement les processus et les procédures, il y avait des considérations à prendre en compte. Donc, au niveau des stations, par exemple, quand bien même on va dire, bon, il faut que le passager soit sur le quai 2 minutes avant que les portes arrivent, il faut que les tourniquets soient ouverts, etc., etc. Faut prendre en compte qu'il y a des niveaux il y a des niveaux différents, des plateformes différentes à la station Union Station. Il faut prendre en compte la signalisation et comment les portes en fait, des trains sont disposées. Faut prendre en compte la largeur des trains parce que, laissez-moi vous dire que tu veux bien réduire le temps d'attente des trains sur les rails, mais s'il y a quelqu'un qui arrive avec, je ne sais pas moi, ses skis ou bien c'est son sac de hockey, par exemple, ça peut prendre plus de temps parce que c'est des fois du matériel qui est plus grand que les portes. C'est du matériel qui est beaucoup plus large, qui demande une attention particulière, etc. Ou alors, si tu as des personnes qui sont en fauteuil roulant, ben, ça prend un petit peu plus de temps, donc il faut tenir compte de cela. Il faut tenir compte également du flot de passagers dans les gares ainsi que toutes les indications pour les passagers. Au niveau opérationnel, on parle des horaires principalement et c'est ça, au niveau opérationnel, c'est surtout les horaires. Donc, là, lorsqu'on faisait le tri en fait de nos requis et de nos opportunités, il fallait qu'on tienne compte de toutes ces considérations-là. Mais ce n'est pas tout. Je vous en montrerai d'autres à la fin qui sont même encore plus cruciales que celles que je viens de vous montrer. Après à peu près, je vous dirais 3 mois, on est arrivé, ça c'est un état désiré en fait. Donc, on est arrivé à 26 minutes avec les quick wins. Bon, si je prends par exemple le cas du scénario 2 ici, on est passé de 40 à 26 minutes juste en implémentant nos quick wins. On est passé à 25 minutes, ce qui nous a valu un gain de 35% du temps. Et dans le scénario 1, on a gagné 13% du temps. C'est un gros gain parce que les scénarios 1 et 2, en fait, sont les scénarios les plus cruciaux chez VIA. Je vais vous dire pourquoi, parce que ces deux scénarios-là, il y a des passagers à bord. Dans les scénarios 3 et 4, le train est vide. Donc, quand le train arrive à Toronto, Union Station, puis s'en va au TMC ici, qui est Toronto Maintenance Center, dans le centre de maintenance, le garage, si on veut, le train est vide. De la même façon, quand le train revient du garage vers Union Station, il est vide. Donc ici, je peux vous dire que pour les scénarios 3 et 4, c'était vraiment un best effort. Mais quand même, on est arrivé à passer de 10 à 8 minutes, pour le scénario 3. Et pour le scénario 4, on est quand même allé dans des économies de temps autour de 30%. Même si c'est un best effort. Mais les scénarios où il y a des passagers, ben, c'est ceux où tu peux avoir des plaintes. Hein. Donc, du coup, c'est ceux que tu regardes le plus. On a quand même économisé 35% de temps sur le scénario 2 et 13% sur le scénario 1. Certaines opportunités qui vont supporter en fait l'amélioration de ce temps d'arrêt. On les a regroupés autour d'une catégorie qu'on a appelée opportunité d'efficience. Et ça, c'est surtout, par exemple, l'embauche, les ressources humaines. Si on a besoin de plus de main-d'œuvre et tout, ce sont en fait des initiatives internes qui vont supporter parce que il y a certaines tâches que les agents
ne sont pas en quantité suffisante pour faire, ça en prend plus. Donc, ça prend le support des ressources humaines pour aider finalement à arriver à la réduction du temps d'arrêt. Et également, les initiatives qui étaient sous la responsabilité de Metrolinx, on les appelait les enablers parce que ça va aussi permettre de diminuer davantage le temps d'arrêt, mais il faudrait que ce soit réalisé et la plupart du temps, c'est des initiatives d'infrastructure. Donc, si je retourne ici à la slide d'avant, vous allez voir que ce qui est en rouge, c'est les long terms. Donc, si on va un petit peu plus loin avec nos initiatives, on sauve encore plus de temps. Mais souvent, c'est des initiatives qui sont longues, qui sont coûteuses et qu'on ne peut pas évidemment faire rapidement. Et quand je parle d'initiatives, il y avait des initiatives comme commencer le ramassage des déchets un petit peu plus tôt, donc avant l'arrêt à la gare. Euh, Changer la signalisation dans les gares, laisser les tourniquets ouverts parce que ça ne sert à rien que les tourniquets soient fermés puis que chaque passager doit montrer son billet avant d'entrer dans le train. On va laisser ça au contrôleur du train. Il y avait des initiatives comme ça. Au niveau du centre de maintenance, on veut faire par exemple le changement des roues du train, le remplissage du carburant et le nettoyage du train en même temps. Tu sais, le train a fini son voyage, il s'en va au centre de maintenance. Au lieu de les faire une à la fois, ben, on peut changer la roue et nettoyer le train en même temps. Et pendant ce temps, ben, celui qui met le carburant dans le train. Donc, c'était des exemples en fait de tâches, d'opportunités qu'on devait réorganiser pour arriver à nos fins. Donc, tout ça, ce que ça a donné en bout de ligne, ce que ça a donné à la fin, c'est que on est quand même arrivé à un meilleur flot de passagers. Vous savez, puis je suis sûr que vous, même dans les transports en commun, que ce soit quand vous prenez l'avion ou quand vous prenez le train, euh, plus vous avez des indications, mieux c'est pour le passager. Donc, la signalisation est très importante pour vous. Vous ne voulez pas avoir à demander à 14 personnes où se trouve votre porte de départ. Vous ne voulez pas questionner des agents à tout bout de champ. Vous voulez pouvoir avoir une certaine autonomie. Donc, ce que ça fait aussi, c'est que les trains arrivent partent et arrivent à temps. Donc, surtout le trajet qui concernait Toronto-Montréal, donc de Union Station à la gare centrale, il y avait un impact direct parce que les trains arrivent plus à l'heure, même si c'est juste des fois des retards de 2-3 minutes, quand même c'est des retards et on voulait que les trains arrivent à l'heure parce que c'est le temps qu'on a perdu lorsqu'on ouvrait et fermait les portes à Union Station, eh bien, qui se répercute le long du trajet. Donc, on a augmenté l'indépendance des passagers. Ça, c'est un gros gain parce que vous savez, plus le client est indépendant, mieux c'est. Donc, les communications, on a amélioré les communications à bord des trains. Vous savez, quand le train arrive, annoncer les prochaines stations, de quel côté débarquer, etc., etc. Ce sont des petites choses, mais qui facilitent en même temps parce que quand un passager se lève et puis ne sait pas de quel côté débarquer ou ne sait pas qu'il doit débarquer juste dans les 3 premières voitures ou dans les 3 dernières voitures, ben, tout ça prend du temps dans le temps d'arrêt du train. Et finalement, ben, une meilleure expérience de voyage simplement pour le passager. Donc, tout à l'heure, je parlais des restrictions. En plus de ce que vous avez, des considérations que vous avez vues au niveau des stations, ce projet a été fait ben, en 2021. Une bonne partie de l'année, on était encore surtout au début de l'année, on était encore dans la partie, on était encore à l'ère COVID, en fait. On était encore l'ère COVID. Donc, c'est pour ça que dans ce que vous voyez dans les risques et limitations et tout, donc, il fallait tenir compte des
des mesures de la santé publique pour ce qui concerne la COVID-19, des activités de construction de Metrolinx ainsi que leurs délais. Il fallait également tenir compte de la hauteur des plateformes, des changements de Transport Canada. Ça, c'est quelque chose qui est, vous savez, avec la période de COVID, là, les Transport Canada changeait ses règles là, je vais exagérer un peu là, mais je vais dire aux 5 minutes. Donc, ce qui fait que toute l'industrie en fait du transport devait se coller là-dessus assez rapidement, que ce soit si on doit exiger un test à bord des trains ou pas, si on doit exiger le passeport vaccinal, si on doit faire du interprovince, etc., etc. Donc, il fallait regarder toutes ces réglementations-là, les coûts additionnels pour mettre des trains additionnels sur la route, la capacité des trains, les mesures de santé et sécurité, le personnel, parce que durant les temps de COVID, il y avait eu beaucoup de mises à pied, donc il y avait moins de personnel. Est-ce qu'on pouvait vraiment arriver à réaliser la réduction de temps si on a moins de personnel? Ça, c'était une question qu'il fallait se poser. Et les accès verticaux à la station, on parle ici des escalators, on parle des ascenseurs qui ne sont pas en fait la responsabilité de VIA seulement, mais la responsabilité de Metrolinx pour coordonner parce que les ascenseurs, ben, c'est tout le monde qui les utilise, pas seulement les passagers de VIA. Je vous dirais en fait, le plus grand challenge à Union Station, c'est que la station n'appartient pas exclusivement à VIA. Les rails sont partagés et à Union Station, il y a GO Transit, TTC. À un moment donné, il y avait Amtrak, la compagnie américaine de train qui arrivait à Union Station. Il y a Via Rail, il y a le CN, le Canadien national, il y a le Canadien Pacifique qui passe par là. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup donc, on ne peut pas se permettre d'immobiliser, de rester immobile sur les rails parce que tout ce monde-là a besoin des rails pour passer, pour faire qu'est-ce qu'ils ont à faire à Union Station et repartir aussitôt. Ça, c'était le plus grand challenge. Dans les techniques, dans les techniques, je vous ai parlé de plusieurs techniques que j'ai utilisées tout au long du projet. Il y en a une qui était prévue, mais que je n'ai pas pu faire. Et ça, c'était l'observation. En fait, il était prévu que j'aille à Toronto Union Station et au centre de maintenance pour observer comment les tâches se performaient durant le temps d'arrêt des trains. Cette technique n'a pas pu être effectuée telle que planifiée parce que la veille de mon départ, Doug Ford avait décidé que l'Ontario ferme ses frontières puis que personne ne rentre en Ontario. Donc, ce n'était pas permis les voyages interprovinciaux. Puis la nouvelle était sortie juste la veille de mon départ. Donc, on s'est reviré de bord, on l'a fait différemment. Donc, il y a quelqu'un du centre de maintenance Toronto qui était mes yeux sur le terrain. Et voilà, donc cette personne-là, en fait, me rapportait tout ce que j'avais besoin de voir. Ce n'était pas facile parce que c'était en fait une autre série de questions et tout, parce que fallait s'assurer de comprendre ce que quelqu'un d'autre voit. Donc, je l'ai performé mon observation autrement, mais quand même, on y est arrivé avec les résultats que vous avez vus un petit peu plus tôt. Puis finalement, voilà, on a réalisé le projet dont Via en était très fier. Et moi, ce que je retiens en fait de ce projet-là, c'est que l'analyse d'affaires en fait n'a pas nécessairement besoin d'intervenir dans des projets où un livrable informatique est nécessaire. Ici, dans le cas, c'est un projet orienté processus et procédure. Et chaque département, en réduisant le temps qu'il prenait pour faire certaines tâches, processus ou procédures et tout, on s'est retrouvé collectivement à
atteindre et même surpasser, parce que le 35% que je vous dis là, on a surpassé en fait ce qu'on s'était fixé comme objectif juste en faisant une refonte interne des processus. Et j'ai trouvé ça très beau parce que il n'y avait pas forcément de livrables informatiques autour. On a restructuré la façon dont on faisait les choses. On a changé de propriétaire de tâches pour certaines autres tâches. On a revu nos processus, on les a re-questionnés. Et j'étais très content de driver tout cela et d'amener en fait même les gens de métier, les parties prenantes, à se re-questionner sur qu'est-ce qu'ils font au day-to-day, puis comment est-ce qu'on peut être efficace et efficient comme compagnie. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ma présentation aujourd'hui. Euh, J'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans le technique. J'essayais de ne vraiment pas aller dans le côté technique et tout. C'est pour ça que j'ai mis de côté mes outils de travail, mes feuilles de travail, Excel et Visio, etc. était tout ce qui m'a permis d'arriver là. Donc, je suis resté au niveau pour que ça puisse passer. Puis voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif et voilà, je te repasse la main, Kaoula, s'il y a une période de questions. Tu es sur mute, on ne t'entend pas. Oui, merci beaucoup Blaise. En fait, tu nous as transportés. Comme a dit, nous sommes des voyageurs dans ta présentation. Comme a dit Maxime, en fait, vraiment, moi j'adore donc la présentation, j'adore donc la façon dont tu as expliqué. Vraiment, on était transportés dans votre monde, dans votre entreprise, comment tu as fait ces changements-là. Moi, personnellement, je travaille beaucoup avec le Lean et j'étais très sensible par rapport à ce que tu as fait comme outil, comme changement et tout. Donc, voilà, je te félicite pour ça. Il y a beaucoup de questions. Tu as suscité beaucoup d'interactions de la part de nos donc, participants. Je commence avec Raissa qui a dit comment s'est effectuée la gestion du changement. On n'a pas beaucoup parlé de la dimension humaine, je pense, dans le cadre de ta présentation. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place pour l'accompagnement, que ce soit des équipes opérationnelles ou des gestionnaires? Donc, voilà, la première question. Bonne question. Je l'ai mentionné un petit peu, mais le projet se voulait agile. C'est-à-dire que les gens qui pouvaient implémenter et faire le changement étaient les gens qui étaient autour de la table. Donc, on n'avait pas une équipe dédiée à part pour le changement. Je te donne un exemple. Si on dit que on doit qu'on doit mettre les repas à la station d'Ottawa plutôt que d'attendre à Union Station, mais la personne qui est responsable du département des repas était sur ma table, était partie prenante, puis pouvait donner cet ordre-là tout de suite pour pouvoir l'implémenter, voir ce que ça donne. Puis une semaine plus tard, on a déjà un feedback assez juste même de ce que ça représente comme initiative, si c'est faisable, c'est pas faisable, combien de temps on gagne avec ça et tout. C'était très agile, puis c'était très beau à voir. Puis quand on a commencé ça, c'est là où les parties étaient plus engagées parce que ça se matérialisait très rapidement, puis ça devenait réel pour eux. Donc, encore une fois, comme on n'avait pas de livrable technologique, on n'avait pas une équipe dédiée pour la gestion du changement, ça se faisait, bien sûr qu'il y avait des champions du projet, il y avait des propriétaires du projet, mais ça se faisait au fur et à mesure. Je te dirais qu'à la fin du projet, quand on a terminé avec notre rapport final, il n'y avait sur 44 qu'à peu près une dizaine d'initiatives qui n'étaient pas testées, en fait, qui n'avaient pas été essayées. Mais encore là, comme c'est des trucs purement métiers et tout, ça ne demande pas un processus à tout casser. D'accord. Donc, du coup, c'est l'implication des décideurs et des personnes clés qui ont fait que la gestion de changement était beaucoup plus facile que dans d'autres projets. Exact. Parfait. Donc, je pense que tu as répondu à la question que dans quel contexte a évolué ce projet.
C'était un contexte traditionnel, agile, lean, comment donc, ça a été? Ben, le projet, c'était un projet agile, puis les parties prenantes étaient déjà informées que ben, ça va être, encore une fois, là, on était parti d'une centaine d'initiatives là, lors de notre brainstorming qu'on a raffiné au fur et à mesure. Donc, ça se voulait très agile, justement, dans l'approche de minimiser lean. Tu sais, on voulait vraiment optimiser, minimiser le plus possible le temps d'arrêt. Vous savez, les gens d'affaires, bon, ils ne comprennent pas nécessairement notre langage. Moi, j'ai surtout tenu à optimiser et minimiser le temps d'affaire parce que quand je leur viens avec, même si je le fais sans leur dire, si je le viens avec une technique agile ou bien une technique lean, ils vont se demander c'est quoi, puis ils vont passer plus de temps à vouloir comprendre ce que c'est. Mais si je leur dis que la semaine prochaine, vous me revenez avec une réponse ou avec votre test essayé et tout, ben, sans savoir c'est quoi agile, ben, ils font de l'agilité et ils contribuent à optimiser. Donc, pour nous, en TI, c'était agile puis lean, mais pour les lignes d'affaires et tout, c'était de l'optimisation. Puis je suis content que ce soit comme ça, puis que ça reste comme ça. Hey, merci beaucoup. Donc, une autre question. Est-ce qu'avant ton arrivée, le client et ses partenaires mesuraient bien et suffisamment les activités de façon à ce que ton intervention soit facilitée et que les décisions s'appuient sur du avant fiable? Donc, est-ce que tu avais Peux-tu déjà des répéter la statistiques question? qui Elle ont était un petit été peu longue. produites? Oui, Blaise. Non, je dis, peux-tu répéter la question? Elle était un petit peu longue et je l'ai Ah perdue. oui. Alors, en fait, la question, c'est est-ce que avant ton arrivée, le client et ses partenaires, est-ce qu'ils mesurent suffisamment et bien leurs activités de façon à ce que ton intervention soit facilitée et que les décisions s'appuient sur des avants fiables? Ben, effectivement, avant que je n'arrive dans le projet, bon, ce que c'était en fait, c'est que c'était des courriels à l'interne, à l'externe, qui se promenaient entre Via Rail, Metrolinx, etc. Il y avait eu une présentation, mais il n'y avait pas vraiment eu de quantification. Il n'y avait pas eu de quantification et surtout, même lister ces requis-là et ces initiatives et tout. Bref, ce n'était pas organisé. D'où vraiment la présence d'un analyste d'affaires, là, ça fait toute la différence. Parce que, bon, on le sait tous, d'affaires, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas comment le dire. Ils ne savent pas comment l'exprimer. Puis en l'exprimant, en fait, ben de là vient mes 5 how, mes 5 hows que j'ai fait pour pouvoir les raffiner. Donc, c'est vraiment quand on a commencé de les mettre sur papier, sur papier, que ben, l'équipe, en gros, a vu la direction en fait que ça pouvait prendre puis l'organisation en fait qu'on pouvait faire de de toutes ces initiatives-là, parce que je vous dirais, c'était des courriels qui se balançaient là, entre les organisations. Et puis, il n'y avait pas vraiment de structure, il n'y avait pas de délai non plus associé à des tâches. Il n'y avait pas d'approche agile, ça n'existait pas. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ben, on attendra jusqu'à ce que Oui, ça se fait et tout. Je vous dirais, après trois semaines là, et tout ça, là, les parties prenantes ont vu la différence et la plus-value. d'accord. Peut-être je vais faire une petite interruption et voir Manon qui a levé la main. Manon? Merci. Oui, merci, Kaoula. Je suis curieuse de savoir si Via Rail a une culture agile est-ce qu'elle a plutôt une culture hiérarchique et si un projet pareillement mené en agilité entraîne des conflits au niveau de l'approbation, de la gestion, de la gouvernance qui aiment habituellement avoir de la visibilité. Alors, voilà ma question. Merci, c'est une très bonne question. En général, je dirais oui, c'est de l'agilité, mais quand on parle de projets
TI ou purement technologique, ce qui n'était pas dans le cas dans celui-ci. Les deux seules personnes qui appartenaient au TI dans ce projet, c'était moi et le chargé de projet. Okay? Le chargé de projet. Tout le reste des parties prenantes étaient des parties business. Mais j'étais convaincu que l'analyse d'affaires peut faire un changement dans ces projets-là, même si ce n'est pas métier. Là, est-ce qu'il y avait toujours une hiérarchie? Oui, parce que certaines des initiatives demandaient en fait l'approbation d'un niveau supérieur et tout au niveau des lignes d'affaires et tout. Donc, au niveau TI, on connaissait c'était quoi nos buts, nos objectifs, de les présenter, de les organiser de façon intelligible et tout. Et pour les lignes d'affaires, ben, c'était un peu à eux de gérer ça. Je vous dirais que je n'ai pas senti personnellement de frustration à ce niveau-là ou des étincelles à ce niveau-là. Mais je sais qu'il y en a, par exemple, des personnes qui étaient autour de la table, parmi mes stakeholders, qui ne pouvaient pas prendre la décision d'eux-mêmes et puis ça retardait un peu. Mais on avait tellement de pain sur la planche que, bon, le temps d'aller chercher telle approbation, on a le temps d'essayer cinq autres initiatives, etc. Oui, il y avait de la hiérarchie de ce côté-là. Comme je disais un petit peu plus tôt à Kaola, je ne suis pas venu avec des concepts d'agilité et de ligne, mais je les mettais en pratique pour ne pas effrayer en fait mes parties prenantes parce que je savais c'était quoi l'objectif que je voulais au bout. Excellent, merci beaucoup, Blaise. Merci, je reprends. Donc, il y a encore des questions, Blaise. Tant mieux. Donc, c'est Marie-André, en fait, elle a posé aussi une question. As-tu utilisé des outils, framework d'analyse, fréquemment utilisés en analyse d'affaires ou en recherche opérationnelle, ou si tu as développé tes propres outils, en fait, comme les 5 how, comme tu as dit, donc les 5 commandes dont tu as mentionné. Moi, je ne les connais pas en tant que... Donc, je travaille avec les 5 pourquoi, les 5 commandes, donc... Donc, voilà. Et on a Maxime qui a le blog 5 pourquoi. Donc... En effet, mais là, faut que je pense à 5 comment. Il faut que il est déjà trademarké par Blaise. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que tu as utilisé des frameworks ou bien tu as développé tes propres outils? Elle a constaté aussi que par expérience, que quand le client n'est pas familiarisé avec les méthodes, outils et frameworks techniques du métier, un rien peut le contenter en tant qu'il comprend. Donc, Ouais. voilà. Donc, en fait, les outils que j'ai utilisés, bon, les plus connus pour la communauté, c'est DevOps et Visio. OK? Pour la gestion des requis et tout, quand c'était complété, on pouvait, je l'envoyais, bon, en tout cas, on utilisait le workflow de DevOps pour l'envoyer au owner du côté de la ligne d'affaires et tout. Quand c'était testé, ben, il me l'a renvoyé et tout. Puis là, je mettais à jour mes documents. Visio pour faire tous les graphiques que certains vous avez vus. D'autres, je faisais de la décomposition fonctionnelle là, en utilisant Visio également. J'ai aussi utilisé beaucoup Excel. Maintenant, quand on parle des techniques, là, un peu comme les 5 how et tout, c'est pas plus compliqué. C'est vraiment poser 5 fois la question, poser 5 fois la question pour essayer d'aller chercher un peu plus de granularité là dans la réponse en fait du client. Parce que si par exemple le client dit, ben, on pourra faire ça en débarquant les passagers à temps. Mais comment on fait pour débarquer les passagers à temps? Donc là, il
il va répondre une autre chose, puis il dit, ben, comment tu fais pour ouvrir les portes à temps? Ou comment tu fais pour que les passagers soient sur le pas de la porte à temps? Ben, il faut que tu aies annoncé. Euh, Comment tu t'assures d'annoncer à l'avance, etc., etc. Donc là, tu peux faire un drill down pour te rendre à un certain niveau de granularité qui te dit, OK, ben, voici les tâches élémentaires. Je peux mettre un nom là-dessus parce que des fois, on l'oublie dans le processus. On dit, ah, ben, ouvrir les portes, ben, c'est juste une minute. Mais non, c'est pas une minute parce il y a beaucoup de petits trucs avant qui surgissent et tout. Euh, voilà, c'est contrairement à certains projets logiciels où on va dire, ben, OK, pourquoi vous voulez un bouton dans votre application, ben, pour faire telle action, ben, pourquoi tu veux faire telle action, pourquoi, tu sais, c'est vraiment reposer la question avec évidemment une nuance dans la question pour aller chercher un niveau de granularité différent. Merci. Il y a Maxime qui a levé la main. À toi la parole. Oui, merci beaucoup. Pour avoir croisé des offres d'emploi chez, pas seulement chez Via Rail, mais aussi dans les compagnies de l'aviation. Puis comme vous avez mentionné, donc, la plupart des rôles d'analyse d'affaires sont dans les TI, hein, donc d'un point de vue de développement de plateformes de réservation web et compagnie, mais est-ce qu'il y a un facteur un peu plus stressant quand on joue avec les minutes d'un véhicule en mouvement, ou ça, vu que vous aviez les intervenants déjà sur place, ils pouvaient déjà vous dire que vous annoncez les risques, les possibilités d'enjeu quand on réduit les temps de traitement? On sait bien qu'un accident peut facilement arriver. Là. Est-ce que vous aviez ça aussi en visibilité? Ben, absolument. Puis ça faisait pas juste peur à moi, ça faisait peur à tout le monde parce que il y a quand même certaines actions qui sont faites parce que bon, on veut débarquer les passagers ou les embarquer en toute sécurité. Si tu as quelqu'un sur une chaise roulante et tout, faut que tu le fasses en toute sécurité. Il s'agit pas, puis vous avez vu dans ma slide, ben, santé et sécurité étaient partie prenante à la table. Donc, de la minute que quelqu'un mentionnait une initiative ou un requis qui enfreint les règles de santé et sécurité, ben voilà, tu as tout compris, il y avait une intervention à ce niveau-là. C'était important. Puis, dès le départ, ils étaient à la table et tout, ils étaient dans les parties prenantes pour l'ensemble des initiatives pratiquement. Merci. De rien. J'enchaîne avec ta question aussi, Maxime. Est-ce stressant de travailler avec des transports? Donc, c'était ça, je pense, la même question. Oui, c'est celle-là. Voilà, donc la réponse, tu l'as eue. Je reviens vers Marie-André. Donc, ces gains sont effectifs ou simulés à l'aide d'outils de simulation opérationnelle. Donc, est-ce que déjà les solutions ont été mises en place? Oui. Est-ce que les gains sont plus des objectifs cibles? Oui, ce ne sont plus des objectifs cibles, et aujourd'hui sont meilleurs que ce que je vous ai présenté. Ils sont meilleurs que ce que je vous ai présenté, ils sont déjà en place. Il faut dire que le projet, on l'a fait dans un contexte COVID. L'année passée, il y avait moins d'affluence. Mais en même temps, c'était bien, puis c'était pas bien. Ben, c'était pas bien pour la compagnie en termes de revenus, mais c'était bien parce que ça nous donnait vraiment la largesse de tester à peu près tout ce qu'on pouvait tester comme scénario. Le fait qu'il y avait pas, il y avait moins de trains, moins de passagers, les gares étaient moins achalandées parce que, bon, c'était vraiment dans un contexte COVID. Il y avait pas, on n'était pas à 100% opérationnel. Les agents ou les personnes qui étaient là avaient la disponibilité pour faire plus de choses, pour faire plus de tests. Donc, c'est une semaine de 5 jours, on pouvait faire 5 tests différents, ce qui donnait en fait du gaz au projet, en fait, pour se réaliser en fait un petit peu plus rapidement. Mais les résultats que vous avez vus aujourd'hui, on les a surpassés aujourd'hui. C'est bon. Il y a une question. Ici, c'est ma question. Est-ce que tu avais une carte blanche de la part de la direction générale
Comment tu as pu mettre en place ça? Est-ce que vraiment toutes les conditions sont réunies pour que lorsque vous décidez des opportunités de mettre en place des pistes d'amélioration, est-ce qu'ils seront directement prises en considération et mises en application ou comment ça a été? Ben, c'était en partenariat, hein. C'est pas moi qui ai décidé en fait des opportunités à mettre en place, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'était tellement documenté et bien schématisé que les résultats parlaient d'eux-mêmes. Ce qui a été présenté a été adopté. C'était difficile de ne pas les adopter parce que les chiffres parlaient d'eux-mêmes, les temps étaient là, les gains de temps étaient là. C'était très difficile de ne pas les adopter. Les activités où il y avait un petit peu plus de réticence, je disais, c'est celles qui impliquaient les ressources humaines. C'est-à-dire que là, il fallait peut-être aller chercher un agent de plus, deux agents de plus ou un mécanicien de plus, deux mécaniciens de plus pour pouvoir effectuer ces tâches-là. Mais dans l'ensemble, la façon dont les chiffres étaient présentés à la fin en termes de gain de temps, j'ai pas eu de difficulté à les faire approuver. Et bien entendu, c'est pas moi qui mettais le saut final, mais je peux vous dire que ce qui a été présenté a été réalisé. Parfait. Wow. OK. J'ai Jean-Pierre qui lève la main. À toi la parole. Oui, merci beaucoup. Pourquoi ils ont eu l'intuition, tu as fait un excellent job, wow. Pourquoi ils ont eu l'intuition d'aller te chercher, toi, vous êtes un TTI, plutôt que d'aller chercher ce que j'ai vécu toute ma vie, là. Ils vont aller chercher des spécialistes Lean, ils vont faire des ateliers Kaizen. C'est ça le réflexe, puis c'est ça qu'ils auraient pu faire aussi. C'est quoi qui a fait qu'ils sont allés chez le TI pour vous chercher? Ben en fait, voilà, c'est une très bonne question. J'en avais déjà parlé à mon... Bon, quand tu travailles pour une organisation, même si je suis en TI, je regarde l'organisation dans son ensemble. Donc, ce qui marche bien pour moi est une fierté, ce qui marche moins pas bien pour moi et tout ça là, j'ai des réserves, même si ce n'est pas même si ce n'est pas mon bébé et tout. J'en avais déjà parlé à ma chaîne hiérarchique de certaines possibilités d'amélioration, puis de certaines façons de faire. Puis, moi, je suis fasciné par l'optimisation. Dès que quelque chose ne marche pas, j'aime l'améliorer tant que je peux. Même si, je ne sais pas, c'est une affaire hyper simple et tout, j'aime l'améliorer. Et j'avais déjà eu cette discussion-là hors contexte, pas dans le contexte du projet, avec ma chaîne hiérarchique, ce qui fait que quand ce projet s'est présenté, ils ont dit, ah ben, j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider. Là, il m'a dit, Blaise, est-ce que tu peux regarder, il y a la business qui cherche, qui aurait besoin d'aide pour, est-ce que tu penses que tu peux les aider? J'ai dit, mais s'il y a quelque chose à améliorer, on va l'améliorer. Parce que c'est aussi ça, l'analyse d'affaires. On a tendance à croire qu'on peut juste servir en fait la technologie, mais mon patron en fait savait que moi, tout ce qui est amélioré, je vais vouloir l'améliorer et tout. Et c'est comme ça que je suis arrivé avec très, très joyeux dans ce projet-là et tout, parce que je savais que je pouvais améliorer quelque chose à ce niveau-là. Euh, une chance qu'ils ne sont pas allés chercher un spécialiste, un spécialiste ligne et tout, parce que les analyses d'affaires et tout, ils peuvent le faire également, améliorer les processus et les procédures. Et c'est ce que, bon, on a toute une équipe d'analystes chez VIA, hein, et puis, dans la même période, je faisais partie, je dirigeais en fait une initiative qui s'appelle le cadre de l'analyse d'affaires chez VIA pour le mettre en place. Et pour moi, c'était aussi une occasion de montrer en fait aux analystes d'affaires que ben, il n'y a pas, il y a pas juste, il y a pas juste les logiciels, il n'y a pas juste le côté technique et tout. On peut toucher à tout, puis même au processus et aux procédures. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. Et comme c'était nouveau, et pour les autres analystes qui étaient
qui était chez VIA. Et pour l'équipe pour les lignes d'affaires, c'est pour ça que c'était important au début pour moi de positionner mon rôle et de leur expliquer en fait c'est quoi mon rôle parmi eux puis autour de eux. Une fois que ça a été bien compris, il n'y avait pas j'ai pas senti de heurts ou de résistance. Bravo, merci. Oui, merci Jean-Pierre. Donc, j'enchaîne avec la question, combien de membres réguliers comptait ton équipe? En fait, tu parlais de ton équipe. Donc, combien de membres réguliers comptait ton équipe? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Quand on dit l'équipe, on parle de l'équipe du projet ou bien on parle de... Parce que... Là, je retourne vers Marie-Laure. Tu parles de l'équipe projet ou l'équipe... Marie-Laure? L'équipe TI, c'est Marie-André qui posait la question. Je l'ai fait que la ramener. Combien de personnes? Bon, on sait que tu étais l'analyste principal, mais il y a combien de gens? Est-ce que c'était des gens qui étaient, dans le fond, consultés par des ateliers ou si tu avais quelques personnes qui travaillaient de façon plus continue avec toi? Dans l'équipe du projet, on était seulement 2 qui venaient des TI, moi et le chargé de projet. Maintenant, avec les parties prenantes et tout, je peux dire dans les ateliers, on devait être environ 13 à 15 personnes, donc tous les départements représentés. Maintenant, le récit ne se limitait pas au niveau de ces 13 à 15 personnes-là, surtout quand il fallait aller chercher les approbations dans la chaîne hiérarchique et tout ça. Là, il y a d'autres personnes qui étaient consultées, d'autres personnes qui étaient informées, puis d'autres qui étaient responsables en fait de prendre des décisions. Donc, au niveau TI, on était juste 2 parmi 15 personnes à peu près, mais les responsabilités là, au niveau de la matrice là, du récit étaient vraiment éparpillées. OK. Puis au niveau d'affaires, tu n'avais pas nécessairement un équivalent à toi. Par exemple, où je suis à l'heure actuelle, j'ai des équivalents. Moi, je suis au niveau des TI. Je suis architecte d'affaires, mais au niveau des TI. Un peu la relation que tu décris, là. Mais par contre, j'ai des intervenants, ou appelons ça des égaux, au niveau des lignes d'affaires. Qui sont partie intégrante du projet de façon continue. Ouais. Pour les besoins du projet, les personnes qui étaient assises à la table étaient devenues mes égaux, en fait, mes ponts pour ces départements-là. Donc, par exemple, pour le centre de maintenance, le garage et tout, j'avais une personne qui était devenue mon égal, mon lien, mon pont pour avoir accès à tout ce qui se passe au centre de maintenance. Donc, je l'avais bâti comme ça, puis après ça, je me suis retrouvé à avoir plusieurs équivalents de plusieurs départements. Donc, c'est devenu ça par la force des choses. OK, parfait. Ça répond à ma question. Merci. Merci, Marie-André. Elle a posé aussi une question dans la discussion, Marie-André. Est-ce que vous avez balisé l'approche japonaise de gestion des départs et arrivées en gare? Je ne sais pas, tu parles de FIFO, First In, First Out, ou bien de Just in Time, ou je ne sais pas laquelle? Non, ça porte un nom particulier. Là. Je me souviens d'avoir vu ça, je pense que c'est l'an passé, où il y a vraiment une approche japonaise qui est en train de s'aimer un peu partout dans les services style Via Rail, style tous les services à travers le monde. Ce n'est pas juste au Japon. C'est une façon de travailler les départs, les arrivées de train, très efficace, très bon. On connaît les Japonais qui peuvent être assez rigides, mais qui a vraiment, puis même ils ont développé une gestuelle, un langage entre eux, entre les employés. Je me demandais si ça avait été quelque chose qui avait été regardé dans les possibilités d'amélioration. Je peux répondre à la question. La réponse est non. Moi, personnellement, je ne la connais pas, cette approche-là.
Ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est dans les fonds de tiroir là, de Via Rail pour pouvoir les ressortir un jour. La seule chose que je veux rajouter ici, c'est que, bon, oui, il y a des approches, mais chaque contexte est quand même particulier. Puis, si on se dirige vers une approche telle que tu mentionnes, Marie-André, je ne pense pas que ce soit Via Rail qui va exécuter. Ce sera quelque chose plus comme la ville de Toronto Metrolinx parce que, encore là, le challenge à Union Station, c'est à ceux qui viennent des États-Unis, c'est à ceux qui font le transport local, etc., etc. Il y a le transport des marchandises qui passe aussi. Donc, chacun a sa réglementation. Tout le monde utilise les rails. Je pense que c'est un contexte assez précis. Bon, je connais pas l'approche japonaise du tout et tout, mais je pense que ça sera, si on décide d'aller de l'avant avec ça, ça sera quelque chose de beaucoup plus grand que Via Rail. Parfait. Une avant-dernière question de Ella. Comment avez-vous priorisé les 44 initiatives? Est-ce que c'est uniquement par rapport au gain sur le temps de transport, la rapidité de création de valeur ou bien la réduction des coûts? Donc, tu as opté, comment vous avez fait cette priorisation en fait? OK. Donc, première chose, est-ce qu'on peut le réaliser rapidement? C'est-à-dire que sans l'aide de personnes, pas de fournisseurs, pas de personnes à l'interne, à l'externe et tout, est-ce qu'on peut le faire rapidement? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on sauve comme temps? Et troisièmement, combien ça coûte et tout. Donc, juste pour vous donner, peut-être, si j'avais l'occasion de le présenter, si je le retrouve avant la fin, euh, la plupart de nos initiatives, ok, étaient, si vous permettez, je vais repartager mon écran assez rapidement. Je pense que ça va lui donner une meilleure compréhension. C'était juste une feuille de travail. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Donc, si je te montre par exemple cette feuille de travail-là, et si je vais dans la colonne des coûts, on voit quand même que beaucoup de nos initiatives sont à $0 et tout. Donc, c'est sûr qu'elle est passée en premier. OK? Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui n'ont pas de coût, qui sont à $0. Donc, celle-là, c'est sûr qu'elle passait en premier par rapport à d'autres initiatives. Donc, pour résumer, si c'est un quick win ou pas, combien de temps on économise avec cette initiative-là, combien ça coûte? OK, parfait. Bonne démarche. Je vais finir avec la question de Maxime. On entend souvent des légendes sur des gains opérationnels obtenus avec des faits anodins. Retrait de canettes de coke, par exemple, chez Virgin. quelques secondes, minutes par-ci, par-là, qui ont donné des résultats impressionnants. Donc, est-ce le cas chez Via? Avez-vous une anecdote en particulier? Voilà. Malheureusement, j'en ai pas. Par contre, je suis certain que des histoires du genre existent et tout, vu que je travaille pas à bord des trains ou je suis pas agent en station. Je suis sûr que si je serais, j'aurais plus d'histoires à vous raconter. Mais là, je suis au siège social, donc j'ai moins d'histoires du genre. Mais ce que je veux mentionner aussi, c'est que ces histoires arrivent et arrivent toujours. Par contre, ça ne se passe pas toujours à l'intérieur de ce qu'on appelle le dwell time, le temps d'arrêt. Donc, ramasser les canettes de coke ou tout fait anodin, ça peut être bien avant le temps d'arrêt ou bien après le temps d'arrêt. Ce qui nous intéressait dans ce projet, c'est qu'est-ce qui se passe dès que les portes du train s'ouvrent et après qu'elles se ferment. Qu'est-ce qui se passe durant ce temps-là? C'est ça qu'on appelle le temps d'arrêt, le dwell time. Donc,
Ouvrir les portes puis les fermer 40 minutes plus tard, c'est trop long. Et c'était ça notre enjeu. Parce que si il y a du ménage à faire ou il y a d'autres choses à faire qui sont hors du train, ben, ça se passe à l'extérieur du temps d'arrêt, à l'extérieur du dwell time, comme on dit. Mais je suis sûr que des anecdotes comme ça, il y en a. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'en compter une, mais je suis sûr qu'il y en a. Merci beaucoup. Donc, c'était très riche, vraiment, Blaise. Moi, j'ai adoré cette présentation. J'ai adoré cette discussion. Donc, c'était vraiment très riche. C'était instructif pour nous tous. Et voilà, donc, je vous laisse la parole si vous voulez vous exprimer. Remercier Blaise pour sa présence, pour le succès qu'il a réalisé à 2 fois. Donc, la réussite du projet, la réussite d'avoir le prix de Graal. Donc, vraiment, tu es doublement primé.